n'est qu'à quelques mois de vie de ce nouveau site, donc on témoignera dans quelques années, mais ça inclut une autre difficulté, c'est sur tous ces sites satellites, on sent qu'on arrive assez facilement à animer quelque chose et à avoir une dynamique sur des entités suffisamment importantes. Je pense forcément le Drugeon, mais la vallée de l'Orbe ou des secteurs comme Chapelle des Bois pour nous, qui sont des entités déjà reconnues et importantes. Et là, on sent que la dynamique, elle est assez facile à engager, alors que pour les plus petits sites qu'on essaye de rattacher du coup à cette dynamique générale, on sent que c'est plus difficile et notamment ça demande plus de multiplicité d'animation. Et là, je rejoins du coup ce que disait Geneviève, c'est qu'on est un peu à la limite de l'exercice si on s'appuie uniquement sur l'animation Natura 2000. Merci pour ce complément. C'est Kevin qui avait levé la main, c'est ça, donc qui va prendre la parole. Kevin Lelarge pour le Pinail. Merci de me représenter. Oui, du coup, juste un petit mot sur le projet de territoire où en fait, même si c'est une démarche supplémentaire en termes d'appropriation locale et de perspective de très court terme suite à une reconnaissance Ramsar, a tout son intérêt. En tout cas, voilà le petit témoignage que je peux faire. En tout cas, c'est facilitateur, évidemment, sur la dynamique du site. Et après, je reprends les remarques sur l'animation, en fait, où le volet financier, en effet, est quand même un frein. Et là, augmenter un niveau d'exigence de rapportage ou de dynamique sans à côté apporter des moyens nécessaires pour y répondre est quelque peu difficile à entendre. Et une proposition également, c'est que l'État a d'autres dispositifs de gestion du patrimoine naturel et n'optimise pas nécessairement ou ne mutualise pas nécessairement justement type réserve naturelle nationale pour accorder du temps sur de l'animation de sites Ramsar, ce qui pourrait être quand même largement facilitateur, mais qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci pour cette remarque. Je vous laisse réagir si vous souhaitez, Ghislaine, par rapport à ce qui vient d'être dit, les différentes suggestions qui ont été faites. Oui, merci. Enfin, oui, on note en fait, parce que l'idée ce matin, c'est effectivement d'engranger effectivement tout ça, donc ça c'est intéressant. Une précision peut-être, effectivement, c'est que dans la circulaire, on se proposerait aussi de préconiser, alors ça, on aimerait bien aussi avoir un retour là-dessus, de préconiser pour relancer un peu la machine, globalement, au préfet, par exemple, au niveau régional, de faire une petite séance alors, comment dire, je ne sais plus comment on appelle ça, une sorte de conférence régionale, mais ça ne serait peut-être pas jusque-là, mais avec les acteurs qui vont bien, et notamment tous les gestionnaires de tous les sites Ramsar, plus sans doute les collectivités, etc., de faire une espèce de rendez-vous, là, de relance un petit peu, de qu'est-ce qui se passe dans notre région, sur les sites Ramsar, vous en êtes où, qu'est-ce que vous faites. Ce serait quelque chose de ponctuel ou de périodique? De ponctuel sur la suite de la circulaire, en fait. Alors on sait, en ce moment, il y a la SNAP, donc il y a plein de choses qui se passent sur les aires protégées, etc., donc peut-être pas le faire tout de suite, parce que ça, il faut pas tout, même si ça aurait été bienvenu, mais on va arriver trop tard. Donc, mais au moins, effectivement, peut-être de lancer l'idée. Alors, je ne sais pas si vous pensez que ça peut aider pour aller chercher les sites qui sont un peu endormis et d'utiliser la dynamique des nouveaux, voilà, d'essayer peut-être de faire des choses comme ça, et peut-être du coup de lancer aussi l'idée mais ça c'est une autre question, d'une animation régionale, éventuellement, d'un réseau régional comme il en existe dans les Hauts-de-France, par exemple, et ça a été présenté. Concernant les sites les plus anciens, par exemple, dont on a compris qu'il pouvait y avoir des situations diverses et variées, est-ce qu'il faut prévoir quelque chose de spécifique pour, je ne sais pas, relancer la machine ou donner des consignes particulières à travers la circulaire? C'est un peu la question. Pour l'instant, l'idée, c'était premièrement, effectivement, d'aller les chercher justement sur des espèces de réunions comme ça, enfin, pour essayer de voir un petit peu aussi, mais pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, parce que aussi de voir ce qui se passe au niveau des sites, de faire un petit point, et du coup de remettre en lien peut-être avec les autres sites, et voilà. Mais ça va être aussi, ça peut être le travail de la circulaire, ça peut être un travail d'animation de réseau, voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser les deux jambes, on va dire, la jambe un peu État et la jambe plus réseau. Bastien ? Pour préciser là-dessus, c'était une des premières missions aussi de l'association quand je l'ai rejoint en 2013. C'était déjà avait été identifié par le conseil d'administration des sites orphelins qu'il s'agissait d'aller chercher, se présenter, expliquer, d'identifier quelle était la structure qui était coordonnatrice du site, une personne physique au sein de cette structure qui était le correspondant. Donc ce travail a été fait et ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs sites, il y avait une variabilité de zone humide, variabilité de site, variabilité de situation
où on avait des fois effectivement des questions où le gestionnaire n'était pas formellement identifié, des fois le plan de gestion était en retard, ou, par exemple le DOCOM Natura 2000 était en retard ou était très crispant et Ramsar se basait dessus, donc c'était pas opportun d'utiliser ou de communiquer via Ramsar. Des fois, les thématiques étaient trop diverses, il manquait justement de temps d'animation et autres. Bref, il y avait vraiment une multitude de situations. Exactement. Donc il y en a certains qui sont revenus petit à petit, d'autres qui sont restés toujours un peu en retrait, et certains aussi qui ponctuellement sont là. C'est-à-dire qu'ils vont, quand on a fait l'essayer de relancer l'ICHN en zone humide, on a eu des structures qui n'avaient jamais répondu ou qui étaient totalement passives et qui étaient premiers, qui voulaient relancer, qui étaient partis. Et ensuite qui se sont de nouveau petit à petit éloignés. Donc voilà, on a fait le constat, il y a une diversité. Maintenant, c'est voir effectivement les nouveaux sites. Je pense avec le projet de territoire, ils sont tous engageants, ils sont tous présents, ils étaient tous présents au séminaire ces 3 derniers jours. Les anciens, certains sont là, mais comment on va arriver à les faire revenir, mais aussi dans leur intérêt, leur faire comprendre que Ramsar, ça peut être une plus-value pour leur territoire. On a eu quelques échanges en off avec différentes structures. Peut-être qu'il y a cet aspect projet de territoire à mettre en place pour les vieux sites, ça peut être intéressant, mais il faut déjà, comment dire, arriver à les faire venir à une première rencontre. Donc peut-être que la conférence régionale, ça peut être un bon moyen. Un réseau régional Ramsar, comme ça a été présenté mercredi, décliné dans d'autres régions, ça peut être un autre moyen. Un accompagnement technique d'un département ou d'une cellule d'animation, ça peut être un troisième moyen aussi. Il n'y a peut-être pas non plus de solution, mais ce qu'il faut donner dans la circulaire, à mon avis, et c'est une boîte à outils avec différents, et s'adapter en fonction de la situation des territoires, parce que c'est vraiment ça en fait qui fait qu'on n'arrive pas à rattraper. Si on a une seule méthode, on ne les rattrapera pas tous, quoi. Il faut plusieurs jambes, effectivement, et plusieurs cordes à l'arc. Oui, si je peux Marie. Juste, après on va dire qu'on est obsédé par l'argent, ce qui n'est pas du tout le cas, mais je revenais juste sur ce point. Alors c'est peut-être ce qui a déjà été dit un peu entre les lignes, mais est-ce que la circulaire peut faire ce travail aussi d'améliorer un peu l'articulation ou la cohérence effectivement entre les dispositifs, ou être un peu facilitatrice par rapport à de dépenses, de temps passé liés à des montages de projets Ramsar par rapport donc à la grille d'analyse Natura 2000. Donc c'est vrai que là on est un peu inconfortable par rapport à ça, parce que d'un côté effectivement on est invité à aller quand même faire cette labellisation, et d'un autre côté les services de l'État qui sont en contrôle des dépenses Natura sont un peu bloquantes parfois. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a eu une difficulté spécifique un peu sur la Bretagne. Et ça, effectivement, c'est un des objectifs de la circulaire aussi, de lisser un peu les choses pour qu'effectivement les moyens dédiés sur les différentes aires protégées soient mobilisables pour du sujet Ramsar. Effectivement, donc ça, c'est des questions qu'on a en interne au niveau de la direction de la biodiversité pour pouvoir le préciser effectivement dans la circulaire au préfet et aux services. Alors merci. Juste, voilà, du coup, c'était pour relancer un petit peu les questions, mais c'est vrai que du coup, sur ces sujets-là, sur ce qui a été dit, voilà, si vous avez des témoignages, des propositions, des préconisations, ça nous intéresse. Alors, juste, il y a encore une question. Oui, on va passer. Bon, je vais aller directement. Voilà. Ah, il y a une question là-bas encore. Ok. Alors, Olivier Hubert, je suis directeur de la Maison du Lac de Grandlieu. Donc, alors moi, je me considère comme acteur du site Ramsar de Grandlieu. Il y a un gestionnaire, des animateurs. Alors, le Grandlieu fait partie des sites labellisés, des anciens sites labellisés en 95. Donc avec une fiche qui n'est pas forcément à jour, mais une dynamique intéressante par contre en termes de sensibilisation du public. Aujourd'hui, je pense que les élus ne connaissent pas Ramsar. Pour eux, c'est un acronyme au même type qu'une ZNIEF. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière du tout Ramsar. Donc il faut les inviter aussi et leur expliquer ce que c'est, parce que je pense qu'ils peuvent y voir aussi un intérêt. On a parlé du tourisme tout à l'heure et puis de sensibilisation. Donc il y a aussi ces acteurs en fait, du territoire qu'il faut réussir à toucher. Les habitants commencent aussi, je pense, à connaissent peut-être plus encore le label Ramsar, notamment grâce à la Journée mondiale des zones humides. Moi, je sais que sur le territoire de la Loire-Atlantique, je vois bien que ça fait quelques années qu'on a augmenté encore le travail de sensibilisation à travers la Journée mondiale des zones humides, et notamment lorsqu'il y a des projets qui peuvent toucher, des projets d'aménagement ou autres,
qui peuvent toucher un site Ramsar, souvent les habitants sortent l'étendard Ramsar pour rappeler aussi aux élus, voire à l'État, que le site est classé au titre de la Convention de Ramsar. Donc les habitants, en tout cas, commencent à s'imprégner de ce sujet. Et alors, par contre, le travail de concertation, justement, de territoire, alors vous avez déjà abordé la question des moyens, donc j'y reviendrai pas, mais peut-être plus qu'encore qu'une conférence régionale, c'est presque comme une nouvelle labellisation. C'est du travail quasiment site par site pour reconstruire une dynamique de territoire. Moi, alors j'essaye de le faire, là. J'ai invité le correspondant d'Aréal à venir à la Maison du Lac de Grandlieu avec les différents acteurs pour faire au moins une réunion et se dire voilà, comment on s'organise, comment on fait pour régulièrement organiser, enfin peut-être une année, voilà, faire un bilan de Ramsar. La question des financements du temps passé, effectivement, voilà, va se poser, mais c'est quasiment un travail, en tout cas, je pense, site par site qu'il faut mener. Et je rajouterai un dernier point sur le côté... l'intérêt, moi, que je vois à Ramsar, notamment quand on a des sites avec des protections multicouches, Natura 2000, réserves naturelles, nationales ou régionales, c'est que là encore, une fois, pour les habitants, c'est quasiment leur patrimoine commun. Parce que souvent, la réserve naturelle, elle est gérée. Alors, nous, en plus, à Grandlieu, elle est inaccessible au public pour la réserve naturelle nationale. Mais du coup, le label Ramsar peut recouvrir l'ensemble, et ils peuvent aussi se l'approprier en tant qu'acteur du site, c'est-à-dire qu'un agriculteur ou autre et peut être acteur du site Ramsar, et du coup s'en emparer aussi en tant qu'ambassadeur, alors que la réserve naturelle ou le site Natura 2000 va être plutôt lié à une structure, à un gestionnaire, c'est le label ou la structure peut-être des sachants ou des techniques. Alors que le label peut, on a parlé de patrimoine tout à l'heure, et il y a un attachement, je pense, un attachement à un patrimoine, c'est un patrimoine commun, et du coup, voilà, en termes de projet de territoire, d'appropriation et de lien avec les habitants, je pense que, en tout cas, le label Ramsar est fort de ce point de vue-là. Merci pour cette suggestion. Alors, je vois que Luc a levé la main aussi, et Jean-Pierre, mais... je vous laisse gérer le temps qu'il nous faut encore consacrer pour cette partie, parce qu'il y a encore 4 sujets, je crois, 3 sujets à voir. On mélange, ok, allez. En fait, on a tout entremêlé, donc je pense qu'on... Voilà, parce qu'on a déjà parlé d'air protégé, tout ça, on a avancé sur les sujets, donc on continue à vous donner la priorité sur les suggestions, les recommandations, les propositions, et on continue avec Laurent, ensuite Luc, mais je vous laisse vous représenter à chaque fois, c'est pas pour vous demander qui vous êtes, c'est pour savoir dans l'enregistrement qui parle. Je suis Laurent Godet, Parc naturel régional de Lorraine. Nous avons 2 sites Ramsar et puis je suis secrétaire de Ramsar France. Oui, quelques réflexions aux différentes suggestions et questions. La difficulté pour des sites anciens comme les nôtres, alors nous on a trouvé la parade pour l'instant, ça va être l'extension. Donc l'extension permet de reparler des sites, de reconsulter, mais on ne peut pas, en Lorraine, s'accaparer de la France entière en étendant nos sites ad vitam, malheureusement. Donc il va falloir trouver une autre solution. Je pense qu'il y a quand même un gros sujet sur l'animation. On l'a bien vu, quand c'est un nouveau site, c'est top. On a toute la volonté, le dynamisme, et ça marche bien. Un ancien site, il y a effectivement une couverture par d'autres labels. La plupart du temps, Natura 2000. Donc en copile, certes, on parle régulièrement de Ramsar, on essaye, mais que dire réellement dans un copil Natura 2000 quand il n'y a pas réellement d'objectif Ramsar dans les actions? Alors, on a un site où c'était facile, puisque on a proposé une des fiches actions, c'est la transformation du site en Ramsar. Donc là, on peut en parler. Mais les autres sites, faire un bilan annuel, mais un bilan annuel de quoi? Ça repose la question. On le fait par rapport au MAE sur les zones humides, par rapport à la création de mares, entretien d'étangs, etc., sans le mettre pour autant sur Ramsar, puisque c'est fait avec des crédits Natura 2000. Donc c'est la disjonction entre les deux qui est vachement difficile à expliquer. Et je pense qu'il y a quelques petits outils qui peuvent être mis en place, tout simplement, quand on fait un document d'objectifs, avoir les 2 logos sur la première page de garde est déjà un symbole, et permettrait peut-être à des acteurs de dire pourquoi on met un logo Ramsar sur le DOCOB Natura 2000. Pareil, tous les courriers qu'on devrait envoyer, et je mets un coup de pas, on ne le fait pas, on devrait envoyer systématiquement sur les sites Natura 2000 des courriers à double en-tête, Natura, Ramsar. Ça reparle au quotidien.
Parce que refaire un état des lieux une fois par an, finalement, pour nous, c'est la journée mondiale des zones humides qui est hyper importante et ce qui permet de ressolliciter le grand public là-dessus. Au-delà, ça me semble compliqué de rajouter pour l'animateur un nouveau compte-rendu annuel, on en a déjà bourré, ça me paraît difficile, sans financement complémentaire. Et je reviens sur les financements. Je pense qu'organiser, comme tu le proposes, Ghislaine, des réunions avec le préfet et autres pour reparler de ça, ça me semble une bonne idée pour que tous les services de l'État, mais surtout des régions, s'emparent de la chose. Le dynamisme des Hauts-de-France, je vois qu'on a des antennes relais avec le Finistère, c'est quand même top, parce que vous faites le travail de Ramsar France, c'est quand même super. Si on avait ça dans tous les départements, on n'aurait pas trop à se poser les questions d'un dynamisme. Mais on l'a pas partout, donc il serait bon que toutes ces réunions-là soient organisées non pas par les animateurs, mais bel et bien par les DREAL, qui prennent en compte et prennent en charge la réunion régulière de l'ensemble des acteurs. Et en particulier, je reviens sur les régions, parce que demain, ce sont les régions qui vont avoir l'animation de Natura 2000 à gérer au travers des crédits FEADER. Et c'est plus pareil qu'avant. On ne sait même pas effectivement si demain, enfin après-demain, 2023, nous aurons encore des crédits d'animation disponibles par les agences de l'eau, qui sont quand même les premières concernées par les zones Natura 2000. Donc ça pose vraiment question sur la pérennité totale, qui repose sur, pour l'instant, la plupart du temps, l'argent disponible sur les réserves naturelles ou sur les sites Natura 2000. Mais si demain on l'a pu au travers des régions, parce qu'on n'a pas sollicité les régions, on ne les a pas rencontrées pour dire Ramsar est hyper importante pour vous. N'oubliez pas que dans le cadre du FEADER, des crédits sont à disposition pour l'animation de Natura 2000, mais qui peut être aussi l'animation Ramsar. Ça, ce sont vraiment des sujets que devrait travailler le ministère avec les régions, si ce n'est déjà fait. Voilà. Et Ghislaine prend plein de notes, hein, et Bastien aussi. Voilà, des notes numériques, des notes papier, et il en restera toujours quelque chose. Luc Barbier, je laisse se représenter aussi encore une fois pour l'enregistrement et pour les actes. Donc Luc Barbier, parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale et coordonnateur ou correspondant du site Ramsar du Marais d'Aumarois. Moi j'ai trois sujets. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurent, pour une fois. Moi je pense que la dynamique locale, enfin locale, on met sur le terme local ce qu'on veut, elle doit d'abord venir des gestionnaires. En Hauts-de-France, c'est nous qui avons décidé de nous réunir parce qu'on a estimé qu'on en avait besoin, qu'on avait des choses à partager et qu'on trouvait quand même couillon de se dire qu'on avait des collègues Ramsar qu'on ne connaissait pas dans notre région. Et après, on a trouvé que l'outil Forum des marais atlantiques était très pertinent pour gérer l'animation du groupe des gestionnaires. Donc, il ne faut pas forcément... Le gros avantage de ça, c'est que les gestionnaires de sites Ramsar, ils s'inscrivent dans la durée. Les gens dans les DREAL et compagnie, ils changent au bout de 3 ans. Une fois, il y en a un qui a de l'appétence. Le coup d'après, il n'en a pas. Le troisième, il n'en a rien à faire du tout. Le quatrième, quand il arrive, il doit tout rebâtir parce qu'il en a envie et il doit tout reconstruire et c'est très long. Et en fait, ça doit d'abord venir de nous, quoi. Si on en a envie, on doit savoir le faire sans attendre des autres. Le deuxième, Marie parlait d'argent. Moi, je dirais plutôt, est-ce qu'on doit faire des sites Ramsar à tout prix ? On dit les vieux sites Ramsar, il y en a qui sont un peu en déshérence, on ne connaît plus vraiment les correspondants. Moi, depuis 10 ans qu'on a créé Ramsar France, il y a des sites qu'on a poussés parce qu'on en avait envie, parce qu'on trouvait que c'était important. Puis de facto, c'est plus nous qui en avions envie que les territoires et éventuellement une absence de gestionnaire. Ce qui fait que c'est des sites qu'on n'a jamais vus au séminaire Ramsar. Il y a des gens qu'on n'a jamais vus, il y a des sites Ramsar où je ne sais pas donner un nom et une tête d'un correspondant d'un site Ramsar qui a été créé depuis 10 ans. Et ce n'est pas logique. C'est-à-dire, à partir du moment où on a une nouvelle règle ou une nouvelle fiche de renseignement qui se met en place, la première chose à faire, c'est qu'un site Ramsar égale une structure gestionnaire. Les 2 sites qu'on a vus ce matin, moi je suis super content parce qu'il y a 2 communautés de communes qui se sont associées pour un site Ramsar et elles sont gestionnaires. Et il y a un gestionnaire de réserve naturelle qui va prendre la main sur l'animation du site Ramsar. Donc on a des correspondants, on les connaît maintenant, on voit leur tête, ils sont sympas, ils sont jeunes et c'est super. Et du coup, on ne doit plus accepter de site Ramsar si on n'a pas en face un gestionnaire. Et le troisième, et je suis complètement d'accord avec Laurent, est-ce que nous... Ah, quand même. Ah non, mais Laurent, on a quand même plus de points communs que de points pas communs. Que de divergences. C'est, est-ce que tous les correspondants et toutes les structures gestionnaires mettent sur les courriers en tête le logo Ramsar ? Faire passer l'image de Ramsar dans la tête de nos habitants. Il y a la journée mondiale des zones humides, il y a tous les courriers qu'on envoie à nos maires, etc., très régulièrement. Est-ce que sur vos courriers en tête, vous avez mis le logo Ramsar à côté de votre logo de structure ? Ça ne coûte rien.
Je me suis posé la question d'ailleurs tout à l'heure dans une des présentations, je ne sais plus laquelle, il y avait la double signature, mais dans un même cartouche d'ailleurs. Vous avez donc Natura 2000 et Ramsar, comme le font certains d'entre vous, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est une suggestion intéressante. Thierry, juste avant, il y avait Jean-Pierre qui avait levé la main, et puis tout de suite après Thierry Lecomte. On continue ce tour d'horizon des sites, et puis continuer à travers ces interventions à suggérer et à proposer. Hein. Oui, merci beaucoup. Jean-Pierre Thibault, donc membre du CGEDD, l'inspection générale du ministère chargé de l'environnement. Et le CGEDD, c'est une bande de vieux briscards qui font des recommandations. Et là, je serais tenté de faire une recommandation à partir de ce que j'ai pu entendre, à la fois avec la fabuleuse magie du présentiel dans les couloirs et autour des buffets, et ce matin même, lors des présentations magnifiques qui ont été faites. Voilà, ce que j'ai entendu et vu ce matin, c'est l'existence de maisons de sites comme support de sensibilisation massive de tous ceux qui les visitent, au moins autant que la journée mondiale du 2 février, au moins quand ils ne gèlent pas. Donc l'idée, c'est peut-être que ces maisons de sites, un peu comme ça va dans le sens des histoires toutes bêtes, toutes simples, mais c'est des idées simples qui sont souvent les plus efficaces, de mettre le logo Ramsar sur les papiers en tête Natura 2000 ou réserve naturelle ou autre. C'est de faire en sorte que ces maisons de sites qu'on a vues ce matin, qu'on a vues sur le Jura, qu'on a vues sur la baie d'Audierne, avec ce potentiel fabuleux de la maison acquise par le conservatoire du littoral, etc. Mais qu'on a vu aussi quand on s'était déplacé au Marais Audomarois, dans la maison du Marais qui était aux portes de Saint-Omer et à l'embarcadère des bateaux, et puis la maison historique Ramsar de la baie de Somme, hein, celle qu'on voit depuis la route quand on passe, et on dit tiens, ça c'est la maison Ramsar. Donc ces maisons Ramsar se multiplient, se mettent en réseau. Ça, c'est ce qu'avait proposé le collègue de la maison du lac de Grandlieu. Donc, on a des maisons Ramsar. Il reste peut-être à mettre un panneau sur ces maisons, à mettre des logos sur leur papier en tête, et tout ça. Autant d'opportunités de matérialiser concrètement les choses. Je recommande donc à Ramsar France de s'emparer de ce sujet, de rassembler sous son égide un certain nombre de ces gestionnaires de maisons de sites qui s'appellent ou pas Ramsar, de manière à imaginer un réseau dans le réseau, en quelque sorte, des gestionnaires de maisons. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette proposition, cette recommandation. C'est effectivement, pour compléter, répondre à Jean-Pierre, en tout cas là-dessus, c'est une des missions que nous confie l'OFB de mettre en place un réseau. Alors, ça ne s'appelle pas maison de site, mais de centre d'accueil zone humide. Mais effectivement, ça passe au départ, on en discutait avec Olivier, qui est administrateur aussi de Ramsar France et du coup très impliqué là-dedans, de commencer avec 2-3 sites ou 2-3 maisons fortes impliquées et faire effet boule de neige et que les autres raccrochent les wagons, mais d'avoir 2-3 maisons locomotives mais pouvoir commencer à initier ça pour communiquer aussi et faire en sorte qu'il y ait des présences physiques sur les sites Ramsar, des présences physiques pour l'accueil des habitants. Merci Bastien pour ce message. Oui, Thierry Lecomte, membre fondateur et trésorier de Ramsar France et bien d'autres choses encore. Si je devais réagir par rapport au site orphelin, je dirais que en bon normand, on a une expression dédiée, c'est-à-dire qu'on ne donne pas à boire un âne qui n'a pas soif. Alors la question, c'est comment redonner finalement soif aux sites qui nous ont un petit peu abandonnés, où ça s'est un petit peu étiolé au fil des années, des mutations, des turnovers de personnel, etc. Ils sont mis un petit peu en hibernation, en dormance, quoi. On va dire. Voilà, tout à fait. Avec le réchauffement climatique, on peut espérer que l'hibernation ne va pas durer trop longtemps. Si j'étais amené à relire le projet de circulaire que nous concocte Ghislaine et ses collègues, j'aurais peut-être 3 points de vigilance. Le premier, ce serait peut-être de m'assurer que, comme on l'a vu à plusieurs reprises hier, ou c'est encore évoqué ce matin, l'importance de maintenir des milieux ouverts dans des zones humides qui sont un petit peu à l'abandon, donc l'importance de l'élevage donc dans ces zones humides. Est-ce que Ramsar ne devrait pas
s'acharner encore plus et dans la circulaire peut-être évoquer le fait que sans cette indemnité compensatrice d'handicap naturel qui a déjà été évoquée, on aura quand même beaucoup de mal à fidéliser des éleveurs dans des conditions qui sont quand même très, très particulières et souvent très difficiles. Donc il faudrait vraiment peut-être axer quelque chose un petit peu là-dessus. Le deuxième point aussi, c'est que nous sommes tous très sympathiques ici, mais on est toujours un peu dans l'entre-soi quand même. Et si on n'arrive pas à faire en sorte que le concept de Ramsar ruisselle en fait au niveau de la population, finalement on restera toujours dans notre petite tour d'ivoire et on sera assez mal compris. Ça a déjà été évoqué sur le côté un peu abscon du logo, enfin du titre Ramsar. Et je me demande si dans cette circulaire il ne devrait pas y avoir une incitation, pour pas dire plus, à constituer pour chaque site quelque chose de beaucoup plus populaire, de plus civique, de plus près vraiment des habitants, de faire en sorte qu'il y ait une espèce d'appropriation à travers une association, des amis d'eux, etc., pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus vivant et beaucoup plus compris sur le territoire, qu'il y ait vraiment une animation, une appropriation beaucoup plus forte, parce que je trouve vraiment qu'on reste un petit peu dans l'entre-soi, un peu des techniciens, voilà, de quelques élus un peu plus éclairés que d'autres, mais ils ne sont pas forcément la majorité. Et voilà, moi c'est ce deuxième point. Et puis le troisième aussi qui me chagrine un petit peu, c'est que notre hexagone a des zones Ramsar qui sont merveilleuses, mais l'outre-mer, c'est encore plus précieux, c'est encore plus rare, et on n'en parle pas. Je trouve qu'on ne fait pas une part suffisamment grande à l'outre-mer. C'est encore le cas pour ce séminaire, où il y aurait peut-être eu des choses intéressantes aussi à voir avec nos amis ultramarins. Donc il y a peut-être quand même, compte tenu je dirais, de la préciosité et de la difficulté qu'il y a à mener des opérations dans l'outre-mer, est-ce qu'il ne faut pas quand même avoir quelque chose d'un petit peu plus fort quand même en direction de l'ultramarin? Voilà, je vous remercie. Bastien ? Petite réaction également. Donc pour effectivement le nom Ramsar et son appropriation, on a un très bon exemple derrière nous. Peut-être aussi que ça peut être décliné, ce logo-là, qui Ramsar en lui-même ne parle pas, avec derrière le nom du site qui derrière ramène à l'identité du territoire et permet plus de poser des questions que de se dire c'est quoi ce sigle qui n'en est pas un. Voilà. Et pour le second point, c'était sur l'aspect outre-mer. Donc effectivement, on devait avoir une personne de la Réunion, de l'étang Saint-Paul, qui devait intervenir, qui n'a finalement pas pu participer. Donc on avait essayé aussi d'intégrer l'outre-mer dans les discussions et dans le séminaire. L'année dernière, on avait même prévu les sessions l'après-midi, on était en 100% visio, pour qu'ils puissent y assister, notamment aux Antilles, pour avoir avec le décalage horaire, ça n'arrive pas en plein milieu de la nuit. Voilà. Effectivement, après, il y a l'éloignement, mais on a quand même cette année 2 représentants des Outre-mer, avec Gaëlle, qui est la coordinatrice du pôle relais zones humides tropicales, et Hugues Delaney, qui est le nouveau directeur adjoint, c'est ça, du Parc national de Guadeloupe, qui a profité d'une visite en métropole pour venir assister au séminaire. Et donc c'est aussi, voilà, c'est sûr qu'il y a l'éloignement géographique qui pèse, mais voilà, dès qu'ils ont l'opportunité, ils se déplacent également pour, j'imagine, prendre plein d'informations. Et voilà, c'est parfait. Oui, bonjour. Je vois une sollicitation pour organiser l'année prochaine. Je ne vais pas y répondre, on me l'a déjà fait au moins 10 fois en 2 jours. Oui, bonjour, Hugues Delaney, directeur adjoint du Parc national et site Ramsar. Plusieurs réactions à ce qui a été dit. Bon, effectivement, je ne vais pas revenir sur le fait que l'outre-mer, c'est 80% de la biodiversité. Bon, on le répète assez souvent, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je voulais intervenir sur une chose déjà sur notre débat, c'est le fait de ne pas retrouver en fait ces sites Ramsar ou toutes ces notions au sein des documents de planification qu'on est en train de lancer et qu'on travaille beaucoup avec un chef de file, on a déjà dit tout à l'heure, région. Et dans ces documents, SRPNB, SRCE, Tram verte et bleue, moi, il me paraît très logique que les sites Ramsar y contribuent vachement, mais c'est absent. On n'en entend jamais parler, ou plutôt très peu de mon côté.
Et ça me paraît logique que, au-delà de remettre une couche au préfet, d'organiser, ou plutôt pour l'outre-mer, hein, puisque assez souvent ce sont des régions monodépartementales, au lieu de redonner au préfet à organiser un consensus annuel, pourquoi pas déjà le mettre sous la région, qui a ce pilotage régional en termes de biodiversité, et au niveau aussi des ARB, hein, qui sont en train de se créer au fur et à mesure. Donc voilà, à mon avis, il y a un petit lien. Alors je vais revenir spécifiquement sur le parc national. En fait, c'est ce que j'évoquais le premier jour. On a une superposition au niveau de certains parcs nationaux de labels. Et en fait, nous, on met déjà le label Ramsar. Quand j'envoie des mails aux petits copains qui sont dans la salle, il y a déjà le logo Ramsar à chaque mail. Et on envoie à peu près 250 mails par jour, hein, vous voyez. Et donc, le boulot du logo est fait. Donc, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faudrait... il y a sûrement d'autres idées à creuser. Bastien a suggéré excuse-moi, je rebondis sur cette suggestion de signer avec un lieu géographique, c'est ce qui paraît le plus simple, mais je me posais la question effectivement pour les plus profanes, ou tous ceux à qui il faudra expliquer, y compris les préfets, hein, parce que je me posais la question, un directeur de Dréal, ça change, ça bouge, les préfets aussi, et il y en a plein auprès de qui il faut, parmi ces hauts fonctionnaires, auprès de qui il faut refaire l'histoire. Voilà. Et du coup, je me demandais si, par contre, cette notion de convention ou, comment dirais-je, adhérent à la convention internationale, etc., c'est très long. Mais ce côté international, mondial, reconnaissance mondiale et tout, ça a de la gueule quelque part, je trouve. Alors, je ne sais pas comment ça peut être exploité, mais c'est une suggestion de communicant, ça. Peut-être qu'il y a un lien à faire. Enfin, aussi, on parle de guide, de circulaire au préfet, de guide pour les gestionnaires. Il y a peut-être aussi un guide à faire pour les régions ou autres qui montent en puissance, les régions ARB et autres, pour faire c'est quoi Ramsar, pourquoi il faut l'intégrer dans vos politiques. Enfin, ça revient à chaque fois à plusieurs endroits qu'en fait, on ne peut pas juste aller de préfet à gestionnaire. Il y a plein d'autres structures entre les deux et ça serait dommage de passer à côté, peut-être. Ghislaine, une réaction ou une... Ça reviendra. Est-ce qu'il y avait... Oui, alors on continue le tour d'horizon, parce que vous avez tous des propositions très, très concrètes et aussi pertinentes les unes que les autres. Jean Rousselot, donc, du syndicat des Basses-Vallées Angevines et de la Rhône et d'Angers-Loire Métropole et de la ville d'Angers, si je veux faire la totale. Et à Gemapi aussi. Et ouais, de tout. Donc justement dans les sites à réveiller, moi le réveil Ramsar au niveau goodies, je pense que c'est peut-être un truc à prévoir un jour dans un des colloques, parce qu'en l'occurrence là il y en a besoin. Moi pour un peu témoigner de comment est-ce que je l'ai vécu, parce que je suis parti d'un site où j'ai lancé la labellisation, j'étais travaillé sur les Basses-Vallées Angevines où c'était labellisé depuis longtemps, je me suis dit tiens ils doivent faire plein de trucs, ça va être sympa, puis je suis arrivé, je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit oui on y allait à un moment, et puis bon... Le fait a fait que tout ça s'est éteint et que ça s'est arrêté, et des changements de personnes, des changements des nouvelles programmations, des nouvelles activités, des collègues qui du coup sur Natura 2000 portaient ça à bout de bras, se retrouvent sur d'autres types d'activités qui font que tout ça se perd. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de DOCOM Natura 2000 à chaque fois, mais c'est quand même pas le seul outil sur nos territoires. Moi à l'échelle des Basses-Vallées, on a un PAPI, un programme d'action de prévention des inondations, on a des travaux qui se font dans le cadre des contrats territoriaux, donc il y a plein de monde à aller chercher, et quand j'ai voulu aller faire un peu le tour en disant qu'est-ce que vous faites là-dessus, et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui se faisait. Et donc j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin, j'ai essayé de rameuter, et puis j'ai vu que j'y arrivais pas. C'est-à-dire quand je leur disais venez avec moi, on va commencer à discuter, voir comment on peut travailler, ça marchait pas. Et donc c'est pour ça que là il y a le côté un peu régional qui a été présenté, c'est peut-être un outil, ce que disait Bastien. Je pense que c'est un outil parce que les gens vont pas venir, ils viendront pas à Valenciennes parce qu'ils n'en voient pas la finalité, et que si on arrive à les ramener en local, peut-être que du coup on arrivera à les ramener autour de ça. Et il y a plein de projets sur lesquels on pourra utiliser ce label-là, utiliser cette reconnaissance-là. Et eux, en fait, ne voient pas la finalité. Donc là, je parle que des services, je parle même pas encore de l'échelon élu qui est l'échelon d'après. Et justement, dans cet échelon, en tout cas, moi, la problématique que je vois, c'est ce nom de projet de territoire. C'est-à-dire que déjà, il faut que pour ce territoire-là, c'est des territoires très différents. Quand on passe, moi, des marais de Sacy, 1000 hectares, 7 communes,
aux basses vallées angevines où on a un linéaire et que du coup, entre les différentes communautés de communes, ils ont chacun leur projet de territoire et c'est principalement celui-là qu'ils vont regarder. On a des échelles d'intercommunalité qui sont assez importantes. Et donc, il faut arriver à les s'immiscer. Moi, c'est ce que j'essaie d'aller faire, c'est-à-dire d'aller dans les différentes réunions aussi de ces projets de territoire pour redonner à chaque fois ses priorités, cette importance, etc. Et donc, vouloir le faire à l'échelle globale, il faut en fait aller extraire ces parties-là de chacun des projets de territoire pour qu'il y ait une légitimité. Et donc, cette interface, et ça a été un peu évoqué par Geneviève, c'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur l'urbanisme. Cette interface-là, elle est pour moi importante parce que ça va se raccrocher à des choses qui pour eux sont, enfin, pour le territoire est important. Et retisser ça, c'est sur un territoire, c'est très, enfin, moi je le vois, du coup, c'est très compliqué. Et après, bon, il y a toutes les questions qui ont déjà été évoquées, justement, de temps dédié à ça, parce que moi aussi, j'ai d'autres projets qu'il faut absolument mener, qui sont les obligations, etc. Donc voilà, c'est juste pour le témoignage, le passage d'un site à un autre et les difficultés qu'on peut avoir en fonction des sites qui sont, enfin, Bastien l'a dit, c'est des boîtes à outils, mais parfois l'outil n'est pas simple à aller dénicher, quoi. Merci pour ces remarques et propositions complémentaires. Il y a une autre main qui s'était levée par là. Luc, juste avant, je vérifie. Oui, Gérald. On passe la parole à Luc, mais très vite parce qu'il s'est déjà exprimé. Puis ensuite, on va du côté de Gérald, de l'autre côté de la salle. Ouais, juste pour donner l'envie, si je prends une casquette comité de bassin, on a mis en place un programme de maintien de l'agriculture en zone humide qu'a présenté Stéphane Jourdan mercredi. Ce programme, il permet de financer un animateur à 70% et il permet de financer un certain nombre d'actions sur 3 ans à 70%. Alors après, on peut toujours prendre 10% du temps pour faire autre chose parce qu'on ne peut pas vivre à 100% sur ces missions. Tout est dans tout et on n'est pas obligé de faire 35 heures par semaine. Du coup, on arrive à dégager, on peut dégager un peu de temps. À partir du moment où on a fait ça chez nous, on s'aperçoit qu'en Hauts-de-France, ou au moins en Artois-Picardie, Scarpesco, Moyenne Vallée de la Somme, Baie de Somme, sont tous dans le PMAZH. Et le fait d'être Ramsar, donc d'être une zone humide reconnue au niveau international, ça facilite la reconnaissance au sein des instances sur des programmes particuliers qui permettent de générer des moyens, qui permettent de travailler avec des acteurs et du coup de mettre de l'énergie et de faciliter leur travail. Il y a peut-être une clé à avoir là-dessus, c'est qu'on est peut-être en capacité à trouver des programmes qui vont bien sur les zones humides exceptionnelles, parce que c'est sûr que si on n'a pas une différence, c'est pas évident. Et nous, aujourd'hui, sur le Marais de Marois, on a des demandes d'élus qui sont dans la vallée, qui est à l'amont forcément, et qui nous alimentent en eau et qui disent « mais nous aussi, on a des zones humides, comment ça se fait qu'on ne peut pas bénéficier du PMAZH ?» Alors la question qui est posée, est-ce qu'en sous-main, on peut se dire extension du périmètre pour leur permettre d'accéder aux moyens qu'on développe sur la partie marais alors qu'on ne l'a pas sur la partie vallée? Merci pour ce complément. Je vais faire bouger notre hôtesse de l'autre côté de la salle, si elle veut bien faire le tour de l'îlot central pour aller vers Gérald, qui va relever la main pour qu'elle puisse savoir à qui s'adresser. Voilà. Et puis, oui, cet aspect international dont vient de reparler encore Luc, je disais tout à l'heure, ça a de la gueule quelque part. Je reprendrai l'expression de Kevin à propos de ces libellules du Pinail. Il dit c'est classe. Voilà, moi je trouve que ça peut être très classe dans certaines circonstances et ça mérite d'être rappelé. Je retémoigne encore de ce que Geneviève Magnon donc, nous fait part dans la conversation et sur l'intérêt pour mobiliser les anciens territoires qui n'utilisent pas le label Ramsar, d'avoir peut-être d'autres approches liées notamment au service écosystémique et à la problématique du changement climatique qui devient quand même de plus en plus prégnante pour les zones humides. Et je vais profiter de son intervention pour aussi témoigner de nous, notre expérience, puisque comme on l'a déjà présenté, on a beaucoup travaillé sur les services écosystémiques préalablement à la démarche d'adoption et de labellisation pour mobiliser les acteurs locaux, faire prendre rendre compte et faire prendre conscience de l'intérêt de ces zones humides. Donc ce travail-là, il a été fait. La FDR a une partie... Et vous témoignez que ça a été la clé d'entrée, quoi. Ça a été l'argument premier. On avait en tout cas des éléments incontournables qui avaient été, c'était des services écosystémiques évalués par les acteurs locaux. C'était des valeurs de représentation, non pas des valeurs ex cathedra issues de la bibliographie. Et donc il y a eu un travail partenarial avec l'ensemble des acteurs de l'agriculture, de la chasse, de la pêche, du tourisme, etc. pour reconnaître ces valeurs de services écosystémiques qui ont été décrites. Ça a été introduit dans le formulaire descriptif Ramsar. Il y a un chapitre consacré aux services écosystémiques et finalement je pense qu'on ne l'utilise pas assez dans la suite de la vie du site Ramsar
Et je vais encore témoigner, on est un site test du projet Life Nature Adapt, que Réserve naturelle de France porte, sur l'échelle transfrontalière des deux parcs, mais on va faire le travail d'évaluation des problématiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique sur l'enjeu zone humide, qui est vraiment l'enjeu qui caractérise les deux parcs. Et donc, encore une fois, cette problématique de service écosystémique sera la clé de voûte pour faire prendre conscience de ce qu'on risque de perdre avec les changements climatiques qui arriveraient sur notre territoire, considérant que énormément d'activités sont liées à la nature humide du territoire. Merci Gérald pour ces suggestions complémentaires. On revient de l'autre côté, on vous fait marcher. Hein. Vous allez faire de l'exercice avec cet atelier. Voilà, il nous reste quelques minutes pour information, donc je laisserai aussi à chaque fois, je me tourne vers Ghislaine et Bastien pour leur demander d'intervenir ou de compléter leur présentation initiale si nécessaire. Oui, bonjour, Sandrine Laurent, donc représentante de Morlaix Communauté pour la baie de Morlaix. Et alors j'ai une suggestion peut-être. Je m'interroge en fait parce qu'on parle donc de la communication sur le label Ramsar. On a parlé notamment de communication vers les services de l'État, les élus. On a aussi parlé pendant le séminaire de l'importante appropriation de ce label par les locaux, par le grand public. Et alors peut-être que ça a déjà été fait dans le passé, je ne sais pas, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mener une sorte de grosse opération de communication vers le grand public? Parce qu'il y a les maisons de sites, et c'est un super moyen, mais un des points qu'on avait relevé notamment dans l'atelier 4 lundi, c'était est-ce que ce n'est pas surtout les personnes qui sont déjà très sensibilisées à la préservation de l'environnement qui ne vont pas aller prioritairement dans ces maisons de sites? Et du coup, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas mener une opération par d'autres médias ou d'autres médias, d'autres tuyaux, d'autres canaux? Je ne sais pas, Internet, les journaux classiques, des reportages télé, pour vraiment sensibiliser un peu tout le monde à ce label, quoi. Moi, j'avais eu, petit aparté, mais j'avais eu Gilles Boeuf comme prof quand j'étais à la fac. Donc Gilles Boeuf, qui était chercheur, qui a été ensuite président du MNHN. Très bon orateur, super communicant, et en cours, il nous disait, mais pour qu'une information elle rentre, il ne faut pas hésiter à la répéter 4 fois, 5 fois, etc. Et, enfin, on le sait, c'est la répétition, mais est-ce qu'une opération de communication récurrente, ça ne ferait pas prendre conscience au grand public, au général, de l'importance de ce label? Et voilà, c'est une idée. Allez-y, prenez le micro. Oui. Juste, je réagis, pardon. Merci, effectivement, au niveau national, je ne sais pas trop, c'est des choses qui peuvent se réfléchir, hein, effectivement. C'est intéressant. C'est une difficulté qu'on a toujours eu aussi, on l'a évoqué, hein, sur l'acronyme, sur le fait que Ramsar c'est un acronyme, c'est pas très parlant, sur le fait qu'on peut difficilement utiliser, certains le font de manière un peu détournée, mais c'est pas plus mal, mais patrimoine mondial des zones humides, il y a des choses qui ont été utilisées comme ça, mais évidemment, patrimoine mondial, c'est quand même une marque déposée. Mais... Donc du coup, on a aussi cette difficulté que c'est difficile à vendre, en fait, c'est pas très parlant, donc c'est aussi ça qui est difficile, mais il faut y réfléchir. Il y a aussi je pense qu'il y a un gros travail à mener aussi avec tout ce qui est tourisme. Alors, c'est moins les habitants peut-être qui vont aller dans les offices de tourisme, mais quand même dans le passage. Globalement, je trouve qu'à chaque fois qu'on a des visites de sites, etc. Ce sont autant d'opportunités de toucher du grand public. C'est quand même des acteurs hyper importants qui font. Alors, il y a souvent les petites docs sur les réserves naturelles, quand il y a des réserves naturelles, etc. Mais il y a rarement, voire jamais, quasiment, effectivement, la petite fiche Ramsar. C'est rare que ce soit indiqué. Donc ça aussi, ça fait partie dans la com, ça fait partie quand même des choses importantes. J'imagine qu'un site comme la baie d'Audierne, avec sa plage, il doit y avoir un trafic considérable de public externe au territoire, extérieur au territoire. Oui, exactement. Et je rebondis sur ce que Ghislaine a dit. Nous, on a un travail partenarial très fort avec les offices de tourisme, et d'ailleurs, on a la compétence. Et c'est vrai que les OT, pour nous, c'est un vecteur
ce message de préservation des zones humides, et on a des offices de tourisme qui sont très actifs sur le territoire et qui produisent notamment chaque année une revue, qui ont un site internet mutualisé, et on a discuté avec eux dernièrement. Il va y avoir une page dédiée Ramsar, voilà, pour la sensibilisation du grand public. Cet été, dans les revues qu'ils proposent, il y avait des doubles pages sur l'intérêt des zones humides et leur préservation. Donc c'est vrai que c'est important de les prendre en compte dans la réflexion, et c'est d'ailleurs un axe de travail qu'on a identifié dans le projet de territoire. Benjamin, un petit mot complémentaire. Aussi, en complément, des événements locaux. Donc nous, alors effectivement, on est donc un nouveau site, donc on est encore dans cette dynamique-là. Mais l'idée donc de faire une cérémonie locale, après notre diplôme a été remis à Marseille, on va ramener un petit peu la cérémonie de Marseille et pour en faire un événement local. Et puis il y a l'idée des élus aussi. Hein, les élus sont, nos élus sont très impliqués dans l'idée de surfer sur ce volet un petit peu international. Hein, et du coup, de faire des séries d'événements locaux qu'on va égrener comme ça sur l'année. Donc, voilà, faire vivre cette communication et cette publicité autour de Ramsar. Ok. Je vous laisse refaire circuler le micro vers Marie dans un premier temps, puis ensuite Bastien, à qui j'avais une dernière question. Je le garde. Pour qui j'avais une dernière question. Juste pour peut-être reboucler, c'est vrai que nous, on est toujours intéressés par les retours d'expérience, comment capitaliser, comment faire profiter. Et c'est vrai qu'un peu, à l'instar de ce qui pourrait se passer autour des maisons de sites, un peu d'une mise en réseau, ce serait peut-être intéressant de faire un peu le tour des différents outils, des initiatives que chacun a pu développer en fonction des publics cibles, parce qu'on voit bien effectivement qu'il y a la question des élus qu'il faut mobiliser ou remobiliser parce qu'ils changent sans arrêt, les élus, et puis du grand public, c'est-à-dire pour finalement arriver à montrer ce que c'est que de vivre dans un site Ramsar, de le faire vivre, d'y contribuer, etc. Donc il y a certainement plein de choses. Là, dans le document, on a essayé de mettre en avant un petit peu des rendez-vous festifs, enfin, qu'on sorte un petit peu aussi de la solennité des comités de pilotage Natura 2000. Je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Et certainement, ce que présentait Antoine aussi, c'était très intéressant sur les actions qui sont menées dans son réseau. Nous, on espère aussi que chaque site développera un peu sa créativité, mais que ça puisse profiter à d'autres et qu'il y ait un peu là aussi cette boîte à outils accessible facilement, voilà, de façon plus large, peut-être au niveau national. Ce serait sûrement intéressant aussi. Merci Marie. Juste avant... Oui. Oui, bien sûr, Ghislaine. Non, oui, pas de problème. C'était pour vous passer le mot de la fin après, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ah oui, non, mais ça pourrait être Bastien, ce sera très bien. Ouais, pas de problème. Et alors là, effectivement, je rebondis aussi là-dessus. Alors, je m'excuse par avance auprès de Bastien, parce que je vais revenir sur mon truc favori, mais moi, il me semble effectivement une chose qui est intéressante, mais qui va venir, je pense, voilà, qui est prévue en tout cas, mais qui me semble par rapport à la communication grand public, par rapport aussi éventuellement à l'échange comme ça de bonnes idées, de ce qui se fait, de Rex, etc. C'est effectivement d'avoir une plateforme Internet, en fait, d'avoir une visibilité sur Internet, parce que moi, il me semble que c'est quelque chose qui manque. Bon, voilà, ça fait longtemps que j'en parle, mais je trouve que ce serait intéressant que, par exemple, si on est grand public ou si on est élu, quand on n'y connaît pas grand-chose, de se dire, tiens, c'est quoi un site Ramsar? Hop, je vais sur... voilà, et j'ai une plateforme qui me permet, voilà, de voir... ça existe déjà, mais c'est pas encore très joli, on va dire, c'est pas très grand public, en fait. Donc ça me semble hyper important. Enfin, je trouve que ça serait intéressant et pour les élus, parce que du coup on voit ce que c'est, on voit que c'est génial, enfin, voilà, parce que ça ferait envie. Et puis après d'avoir peut-être aussi dans cette plateforme, ou de notre manière, d'avoir des échanges plus... Voilà, une plateforme aussi où tout le monde pourrait mettre un petit peu ses documents, ou avoir des liens. Enfin voilà, ça me semblait important. Merci Ghislaine Ferrer. Bastien, oui, j'avais une dernière question. Alors non pas pour demander de synthétiser tout ce qui s'est dit, il y a beaucoup de choses, mais sous forme peut-être de résumer un dernier point, c'est peut-être de nous dire deux mots sur les points clés, les facteurs clés de succès qu'on pourrait partager pour une labellisation réussie, parce qu'il y a des choses à penser avant, pendant, après. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se raccrocher à quelques repères sur ce sujet? Oui,
La première chose, c'est d'avoir en tête le fait qu'on va utiliser le label Ramsar une fois que l'on l'a obtenu. Après, c'est presque plus des conseils, mais la plupart des sites ici les ont suivis, c'est-à-dire de ne pas faire leur labellisation seuls dans leur coin, mais au contraire de s'appuyer sur les différentes structures. Donc c'est nous, mais c'est aussi les autres sites Ramsar labellisés, c'est les autres structures qui viennent en appui, le conseil départemental, le forum des marais et autres, qui vont être des personnes ressources avec des échelles, et les autres pôles relais zones humides d'une manière générale en fait. Voilà, tous les différents acteurs du territoire, d'arriver à travailler ensemble, à faire avancer le côté vraiment concertation et de réfléchir déjà un peu comme on le fait aujourd'hui à l'après pour pas devenir comme les anciens sites qui eux ils étaient dans une démarche qui était différente où on leur disait vous êtes labellisés et c'est comme ça. C'était une erreur. Le ministère d'ailleurs a changé de paradigme. On est maintenant sur une démarche ascendante volontaire et qui émane vraiment d'une volonté des acteurs locaux. Il faut que ça soit quelque chose de constitué. Donc c'est vraiment faire ça dès le départ et en fait on le voit, c'est aussi ça la clé de réussite. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de marges d'amélioration, notamment sur la mutualisation des différentes actions qui sont menées, donc animation, financement, parce que le site internet, c'est aussi pour ça qu'il n'existe pas, c'est parce qu'on a des questions de financement derrière pour le faire vivre. Après la mise en œuvre en elle-même, il faut pouvoir maintenir tout ça. Donc voilà, on sait qu'il y a des choses, des marges d'amélioration, et puis effectivement le travail du ministère d'arriver aussi à synthétiser tout ça à l'échelle nationale, tout en ayant en compte que de toute façon, chaque site est différent et chaque site aura ses spécificités et il faudra garder la souplesse qui fait aussi un peu la force de Ramsar, de pouvoir adapter à chaque territoire un label qui en fait existe partout dans le monde. Voilà une belle vos mots de la fin justement. Merci beaucoup. Merci Bastien, merci Ghislaine, merci à tous nos intervenants. Et, éventuellement, on avait prévu de finir vers midi. Si vous le souhaitez, on peut encore prendre quelques minutes, mais je sais qu'il y a des contraintes. Je sais que Jérôme a un train à prendre aussi. Il doit être midi 2 ou midi 3, on est pas mal quand même par rapport à ce qui était prévu. Oui. Et un dernier message. Il y a des personnes qui ont des contributions à faire après coup, oui, parce que posteriori, l'idée bien arrive après. Sûr. On est preneur par mail de vos remarques, de vos compléments. Voilà, mon adresse mail, c'est réseau@ramsarfrance.fr. C'est très simple à retenir, ça doit être à peu près dans tous les mails que vous avez reçus par rapport au séminaire. Et bien sûr, on fera passer l'information pour que ça remonte jusqu'au ministère. Merci pour ça. Et effectivement, donc merci pour vos contributions. Bon, il y aura plein d'autres choses et vous auriez vous-même plein de choses à dire. Donc effectivement, on va aussi constituer, comme je vous disais, un groupe de travail. Donc on vous sollicitera, je pense, via Bastien, avec d'autres, avec les DREAL, etc., avec plusieurs acteurs. Et on pourra éventuellement aussi, d'ailleurs, diffuser le projet de circulaire à tout le monde. Et tous ceux qui ont envie nous feront des contributions. Donc ça, disons d'ici la fin de l'année, que chacun puisse faire sa relecture de son côté. Merci beaucoup Ghislaine Ferrer. Merci, je vous propose d'applaudir encore nos intervenants, dont nos témoins, Aurélie, Marie et Benjamin. Voilà, merci pour vos contributions à vous aussi. Je voudrais, juste avant qu'elle se sauve, signaler la présence d'Anne avec nous depuis le début, Anne Lombardi, qui est chargée de la restitution et des actes de votre séminaire. Donc voilà, c'est l'occasion de la saluer, de la remercier pour son travail. Et puis, je vous propose de regagner la salle parce qu'on va passer à la partie plus protocolaire. Mais de rien Geneviève. Ça c'est une private joke entre nous. Bon, vous savez que dans les séminaires très protocolaires, et c'est pas du tout le genre de la maison Ramsar et du séminaire Ramsar, normalement l'animateur il s'efface juste avant les discours officiels. Alors c'est quand même ce que je vais faire, mais moi je voulais quand même profiter de cette tribune juste une minute pour bien sûr vous remercier tous et toutes pour votre participation. C'est toujours un plaisir de travailler dans le cadre du séminaire Ramsar pour tous ces moments d'échange et puis avec beaucoup de décontraction et j'apprécie particulièrement. Alors surtout en tant que ch'ti, personnellement, parce que je ne l'ai pas forcément indiqué, mais je suis très content de me retrouver dans ma région d'origine à cette occasion aujourd'hui, enfin ces jours-ci. Un grand merci en particulier aussi à Mathilde et Gérald pour leur accueil et leur contribution amicale dans la préparation de ce magnifique séminaire. Grand plaisir à travailler avec eux également. Merci à Bastien et Denis pour leur sollicitation et puis leur accompagnement tous les instants. Je pense qu'on peut les applaudir aussi. Merci à Jérôme pour
sa fidélité envers son animateur, mais dont il connaît la fidélité réciproque à Ramsar France. Et puis je profite de cette occasion pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est de remercier certains d'entre vous. Alors je ne pourrais pas citer tout le monde, mais parmi ceux qui m'ont initié avant de m'intéresser puis de me passionner aux milieux humides en m'accueillant sur leur territoire respectif. Et je voudrais à cette occasion saluer Geneviève, je ne sais pas si elle est encore avec nous, mais pour ses visites guidées des tourbières. Merci à Laurent pour ses coins de nature secrets en Lorraine où poser ma longue vue, ce que je n'ai pas manqué de faire à plusieurs reprises. Merci à Olivier pour cet inoubliable lever de soleil sur le lac, ambiance premier matin du monde, ça me restera gravé longtemps. Merci à Thierry pour ses belles histoires de marais normands, à Gilbert pour sa fidélité de longue date. Merci aux Finistériens, à qui j'ai déjà annoncé ma visite par avance de la baie d'Audernes, donc c'est pour bientôt, je pense. Et puis merci enfin à Jean, alors c'est Jean Jalbert, à qui je fais allusion, pour sa visite privée de son coin de Camargue. Et puis je voulais vous faire partager ça parce qu'avec lui, j'ai, à l'occasion de cette visite qu'il m'avait accordée, mais vraiment, je me suis senti très privilégié. Au moment où on terminait, on était allé sur les observatoires un peu partout, et au moment de partir, on s'est penché et on a trouvé ça, une rainette bleue, dans les salicornes. Et puis, il m'a expliqué, après s'être informé auprès de ces naturalistes, que c'est un gène récessif. Il y a une grenouille, une rainette sur 10 000 à peu près, qui s'exprime de cette couleur. Elle reste comme ça à l'âge adulte, mâle, femelle. Et les Provençaux considèrent que c'est un porte-bonheur. Donc je voulais partager avec vous cette chance que peut-être nous amènera cette grenouille. Mais voilà, c'était l'occasion de faire un clin d'œil à Jean aussi, qui n'était pas parmi nous. Je vais donc laisser la place maintenant pour la clôture officielle, à savoir l'intervention de Grégory Lelong, président du parc naturel régional de Scarpesco, mais qui nous adresse un message par vidéo interposée. Et tout de suite après, Jérôme Bignon, président de Ramsar France. Je vous rappelle juste que cet après-midi, c'est la découverte du site des marais d'Archy, Anzy-Pomereuil, avec un conseil, c'est de prendre des bottes, même s'il fait beau aujourd'hui, vous en profiterez. Départ à 13h15 avec votre pique-nique ou après votre pique-nique de la Cité des Congrès ici même, et puis retour des bus prévu à 17h30 à la gare de Valenciennes. Ça y est, j'ai terminé. Bon retour à tout le monde. Accueilli pour ces 3 jours pour le séminaire Ramsar, la 13e édition dans la vallée de la Scarpe Lescaut. Désolé de ne pas être présent ce matin pour conclure cette belle journée que nous avons passée ensemble. C'est pour ça que je fais une petite vidéo. C'était un moment très intéressant pour toutes et tous, je pense, avec beaucoup d'intérêt sur la question de partage. Partage à la fois entre les usagers, entre les acteurs, qui est, je pense, un des points importants de tout ce qu'on a pu entendre lors de ces journées. Comment préserver nos sites, mais aussi comment les faire découvrir à toutes nos populations, à nos habitants et aux acteurs publics. C'est un point important, la sensibilisation, comment faire en sorte de protéger, de préserver, comment faire cohabiter l'agriculture avec ces zones protégées. C'est toute l'ambition que l'on a sur notre territoire actuellement, notamment avec les paiements pour services environnementaux que l'on met en place sur le territoire, qui a pour but évidemment à la fois de préserver ces beaux espaces et d'encourager nos agriculteurs à les protéger. Également, le partage entre nos institutions, entre les sites Ramsar, à la fois transfrontaliers et à la fois transrégionaux, qui est ressorti de nos ateliers. C'est vraiment un des objectifs à poursuivre. Comment mettre en commun des outils, comment mettre en commun des équipements, comment mettre en commun aussi des ressources humaines qui sont les pépites de nos territoires. C'est de vrais enjeux pour les années à venir. Et je remercie les 120 personnes qui ont pu participer à ces 3 journées, notamment aussi toutes les personnes qui ont pu nous suivre à distance, et tous ces partenaires qui ont pu évoquer leur rôle dans ces zones Ramsar si importantes. Un grand merci aussi à notre président, Monsieur Bignon, et à toute l'équipe Ramsar France qui nous a accompagnés et mis en place avec nous ces beaux ateliers et ces belles visites. Merci à vous, à bientôt. Je pense.
Rassurez-vous, je ne vais pas faire un très long discours parce qu'il y a déjà eu beaucoup de remerciements, donc je vais ajouter les miens à ceux qui nous ont reçus. Ça me fait un plaisir immense d'être ici parce que c'est une aventure que à laquelle j'ai participé depuis un moment. J'étais venu quand c'était pas encore au clair pour tout le monde qu'il y aurait une adhésion à Ramsar sur le territoire où nous sommes. Je ne dis pas que ma présence a été indispensable, mais comme tout le monde, on apporte sa petite pierre à l'édifice et ça permet au moment où les choses doivent se décider de se mettre en route. J'étais venu une seconde fois pour la remise du diplôme et on a eu l'opportunité, parce qu'on a été invité ici, d'y venir passer ces jours tout à fait sympathiques, intelligents, bien organisés. On a été comme d'habitude reçus de façon formidable. C'est magique ces journées parce que ce ne sont pas des journées de tension, ce sont des journées de passion. On va souvent dans des assemblées où on est obligé d'être à U et à dia pour essayer de faire passer des messages compliqués, etc. Ici, il n'y a que des gens qui sont pour le sujet que nous chérissons, que nous avons adopté dans une partie de notre vie professionnelle, notre vie passionnelle, parce que ça, pour certains, c'est un engagement très fort. Donc, je voudrais vous remercier vraiment de poursuivre cette dimension de l'aventure Ramsar en France. Ça a été dit, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui ne vont pas. Ce qui va bien, c'est qu'il y a toujours un appétit pour Ramsar, parce qu'on a toujours des candidatures. Je dois aller bientôt, je vais bien sûr aller bientôt en Bretagne, mais ça j'y vais souvent. Je vais aller dans le Pinail, très bientôt aussi, j'ai compris. Et puis je vais aller aussi dans l'Allier, parce qu'il y a un site qui est en devenir, donc c'est quelque chose qui est rassurant. C'est vrai qu'il y a des sites qui disparaissent, et moi ça m'a beaucoup, qui disparaissent pas formellement, mais qui sont moins vivants, ça m'a interpellé de façon riche, parce que c'était pas critique, c'était interpellant pour nous. C'est notre responsabilité de faire vivre les sites dans lesquels nous vivons, que nous aimons, mais c'est aussi de nous interroger pourquoi à tel endroit ça ne marche plus, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai visité, je tairai le lieu par charité, par amitié en tout cas, où j'avais découvert, j'avais dit j'étais à un endroit, on m'avait dit ils sont Ramsar. J'y suis allé, j'étais effondré. Franchement, quand j'ai vu le truc, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est une vraie réflexion qui nous est posée aujourd'hui. Faire vivre nos sites, en découvrir de nouveaux, c'est une responsabilité. C'est même la responsabilité première que nous avons. Mais il y a aussi une responsabilité d'aller voir pourquoi ces sites, des sites nous ont quittés. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mal compris? Est-ce qu'il y a eu un malentendu local? Est-ce qu'il y a eu des problèmes politiques? Est-ce qu'il y a eu des problèmes entre l'administration et les élus? Est-ce que... Je ne sais pas, je pense que moi, ce qui m'a interpellé considérablement et une des missions que je voudrais remplir d'ici notre prochaine rencontre l'année prochaine, c'est de faire un inventaire des sites qui ne vont pas, parce que c'est très sympa d'en labelliser de nouveaux, mais si chaque fois qu'on en labellise un, on en perd deux, il y a un problème fondamental qui se pose. Il y a sûrement des raisons dont nous ne sommes pas responsables, donc allons-y avec... on ne peut pas faire le bonheur du monde malgré le monde, mais on peut essayer de faire en sorte que ces sites auxquels nous croyons, nous partagions tous ensemble la responsabilité de les faire vivre tous, pas seulement de façon égoïste le nôtre parce que c'est le nôtre. Moi, mon engagement vis-à-vis de l'association Ramsar que j'ai l'honneur, le plaisir de présider depuis 10 ans, c'est de faire en sorte que tous ceux... Il y a peut-être eu des malentendus, il y a peut-être eu des manquements de notre part, il y a probablement eu des oublis, des incompréhensions, mais on ne peut pas rester en se disant finalement, ils ne sont pas là, tant pis pour eux, c'est de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est pas de la nôtre, c'est quelque chose qui nous interpelle collectivement, parce que quand on est dans cette situation dans un site comme ceux qui ne viennent plus, qu'on ne voit plus, qui ne sont plus, faut s'interroger en se disant, nous, le site qu'on aime, celui dans lequel on vit, celui pour lequel on travaille, celui pour lequel on a un engagement, un jour, il va peut-être se passer la même chose. Et donc, peut-être qu'il est intéressant de réfléchir pour
voir pourquoi ceux qui sont non pas en crise, mais qui ont disparu ou qui sont silencieux, comment on peut faire pour les rattraper, les faire revenir, aller travailler. Alors, il y a plein d'idées qui ont été lancées. Moi, je vais vous dire mon sentiment, je ne suis pas du tout convaincu, je le dis à Ghislaine pour qu'elle m'entende bien, ce n'est pas les préfets qui vont nous récupérer les trucs, hein, ça je vous garantis, ils viendront quand ça remarchera, mais ce n'est pas eux qui iront récupérer, ce n'est pas leur culture. Donc il ne faut pas leur demander de faire quelque chose qui n'est pas dans leur... On peut les acculturer progressivement à ce qu'est l'esprit Ramsar, mais j'ai rencontré dans 40 ans de vie publique un nombre de préfets, je crois que dans la Somme, je dois en être actuellement à ma 19e ou 20e poste préfectoral. Vous voyez, donc, ils sont très gentils, ils sont très compétents, ils sont très volontaires pour faire marcher l'État, pour faire de la réglementation, veiller à ce que la réglementation... Mais Ramsar, ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas de la réglementation. Donc c'est un esprit qui n'est pas forcément celui de l'administration préfectorale. Et je serais tenté de dire également, on peut le dire un peu, hein, vous ne le répéterez pas, Ghislaine, ce n'est pas toujours non plus l'esprit des DREAL, pour dire les choses comme ça. Parce que ce n'est pas exactement dans leur culture professionnelle. Bon, donc ça nous appartient de faire en sorte qu'on continue d'exister, qu'on essaye de voir un diagnostic des causes de disparition, des causes de silence d'un certain nombre de sites, mais puisque je ne suis plus élu à rien, que j'ai abandonné tous mes mandats et donc que maintenant je suis disponible tant que je suis en vie, je vais, et que vous m'élisez président, je vais proposer au conseil d'administration que nous mettions en place une petite cellule pour aller vérifier, pas seulement ceux qui veulent venir, mais ceux qui ne viennent plus, parce que je pense que c'est intéressant, ne serait-ce que pour la circulaire très intéressante qui est en train de préparer Ghislaine, d'enrichir notre réflexion, dire pourquoi ça ne va pas. Voilà. Alors une fois que j'ai dit tout ça, moi c'est une des missions que je me suis imposée en passant ces journées avec vous, c'est pas du tout une catastrophe. Je crois que c'est au contraire une capacité de progresser, de s'enrichir, d'avancer. Donc ça, on va le faire. Après, je voudrais remercier, parce que comme d'habitude, j'allais dire, parce que c'est toujours une fête et un bonheur de venir à ces événements depuis qu'on les a mis en place. Il n'y en a pas qui aient été ratés. On est toujours bien reçus. On va toujours visiter des choses intéressantes. On a toujours des débats passionnants. On découvre toujours des gens nouveaux qu'on a envie de revoir. Le conseil d'administration s'entend bien. On a une chance formidable parce qu'on a une équipe véritablement compétente, organisée. Il n'y a jamais de conflit entre nous. De temps en temps, il y a des discussions, mais qui sont toujours de bonne qualité. Et donc, merci à tous de permettre au président que je suis de vivre une vie heureuse en tant que président de Ramsar. J'ai un vrai bonheur avec la convention de Ramsar, puisque j'ai des relations amicales également avec ceux qui veillent sur nous. Et je remercie encore notre... Comment ça c'est ton titre ? Conseiller principal, voilà. Non, mais c'est important d'appeler les gens par leur nom. Notre conseiller principal, de veiller avec tant d'attention et de gentillesse sur nous. Alors, la Suisse n'est pas loin, mais il y a beaucoup de pays qui sont sous sa responsabilité, et donc on est gâtés de te voir, Tobias, si souvent dans nos manifestations et d'être toujours extrêmement vigilant. Et puis on a une bonne relation avec la secrétaire générale aussi, donc que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps à Marseille au congrès de la nature. Elle a remis d'ailleurs le diplôme de comment ? L'abbé d'Audierne, absolument. J'étais là et c'est toujours très émouvant de voir un élu recevoir le diplôme. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est là les ennuis commencent. On a le diplôme, qu'est-ce qu'on fait pour continuer ? On s'est battu beaucoup pour avoir le diplôme, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en fait simplement un instrument de communication pour la commune ou est-ce qu'on en fait un instrument de développement du territoire ? Je crois que c'est la vraie question. Voilà, donc on a la chance d'avoir des très bonnes relations avec la Convention, on travaille en bonne entente, on a de la chance d'avoir Ghislaine qui est notre fée au ministère. On sait
mal qu'elle se donne pour nous aider, nous assister, nous défendre, faire avancer nos projets, etc. Donc on peut pas avoir mieux que Ghislaine, ça n'existe pas, pourvu que ça dure encore très longtemps. Je lui souhaite en tout cas, mais je sais que cette année, elle avait tellement travaillé qu'elle a eu un petit coup de fatigue à un moment, donc il ne faut pas l'exploiter trop, mais vraiment, c'est magique d'avoir des fonctionnaires de cette qualité à nos côtés. Toute l'équipe d'ailleurs de la DEB est plutôt bienveillante à notre égard. Hein. Le directeur actuel, Olivier Thibault, qui connaît bien cette région puisqu'il a été directeur de l'eau et de la biodiversité, directeur de l'agence de l'eau un temps, il nous aide beaucoup. Sa collaboratrice proche est également avec nous de façon très, très attentive. Donc tous ces gens sont très bien. Après, bon voilà, mes remerciements, ils vont à vous tous d'être là aujourd'hui, à tous ceux qui nous ont reçus avec tant de gentillesse, tant d'amitié, tant d'attention. C'est vraiment agréable. Il y a des tas de choses où on va en se disant mais il faut y aller parce que c'est intéressant, mais il n'y a pas cette espèce de comment ça s'appelle, d'ambiance, voilà, appelons ça comme ça, qui est aussi chaleureuse, aussi amicale. Tout est fait pour nous recevoir avec joie. Donc on se dit, c'est triste parce que ça va se terminer pour cette année, mais il faut commencer à préparer la suivante. Mais je crois qu'on a quand même une ligne de crête importante. C'est bien d'être 52, ça serait encore mieux si un jour on est 60, mais il ne faut pas perdre trop de gens en route, parce que ça serait significatif d'un malaise. Et je pense que là, on a mis avec beaucoup de finesse et de gentillesse, puisqu'on n'a accusé personne, on a mis avec beaucoup d'intelligence le doigt sur un problème. Pourquoi ça ne marche pas pour certains? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de la leur? Est-ce que c'est un défaut collectif? Je pense que c'est intéressant d'y consacrer du temps. Et si les nouveaux arrivés veulent s'associer au travail du conseil d'administration sur ces sujets-là, ils seront bien évidemment les bienvenus. Je demanderai à Bastien d'envoyer un mail à tout le monde pour voir qui veut être associé à ce type de travail, parce qu'il y a une réflexion collective qui nous interpelle tous, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là depuis longtemps, parce qu'il y a probablement quelque chose qui ne va pas. Et il faut essayer de le trouver, et ça aidera beaucoup Ghislaine dans la finalisation de la circulaire sur laquelle elle travaille, parce qu'il faut comprendre ce phénomène. Alors, merci à Valenciennes, merci aux chambres de commerce, à la communauté d'Aglo qui nous reçoit dans ces locaux absolument magnifiques et faits pour faire des séminaires Ramsar, tellement ils sont agréables de bonne organisation. Et puis, bonne continuation cet après-midi. Moi, je vous quitte, je rentre pour aller dans la Somme demain matin. Donc, voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Et puis, bonne chance dans vos aventures.